Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. La matinée a commencé dans le silence, un silence excessif. Déborah arriva tôt, espérant rattraper son retard sur les rapports avant le début des réunions de Joshua avec les investisseurs. Le bureau était encore sombre, le bourdonnement de la ville, tout en bas, étouffé par une épaisse vitre. Elle trouva son bureau impeccable, à l'exception d'une chose, une enveloppe couleur crème, sans signature, posée au centre de son clavier. Pas de nom, pas de timbre, juste un léger pli sur le bord scellé, comme si quelqu'un l'avait déposé là avec des doigts tremblants. D'une main prudente, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une phrase unique, tapée en police de caractère, « Va-t'en tant que tu le peux encore, ou tu seras enterré à ses côtés. » Sa poitrine se serra. Il n'y avait aucune signature, aucun indice, juste une intention froide et calculée. Elle regarda autour d'elle. Personne n'était encore là, juste la sécurité, au fond du couloir. Son instinct lui criait d'aller directement vers Joshua, mais une part d'elle-même, plus vive et plus froide, lui rappelait d'où elle venait. Sainte-Hélène lui avait appris que le silence pouvait sauver des vies, et que l'instinct permettait aux gens de respirer. Alors, au lieu de cela, elle glissa le mot dans la poche de son manteau et fit comme si de rien n'était. Elle travailla comme toutes les autres, programmant des réunions, coordonnant les appels des investisseurs, informant l'équipe média de l'itinéraire de Joshua à Berlin. Mais pendant tout ce temps, ses pensées tournaient en rond. Qui était au courant? Qui voulait qu'elle disparaisse? Et, plus troublant encore, que voulait-il dire par « enterré à côté de lui » ? Ce soir-là, alors que le bureau se vidait et qu'elle restait sur place, Joshua s'approcha d'elle. « Tu étais en congé aujourd'hui » dit-il simplement. Elle se figea, mais sourit, simplement fatiguée. Il n'insista pas. Il la stabilisa comme toujours, ses yeux comme des projecteurs, voyant au-delà de la surface. « Si jamais quelque chose n'allait pas, dit-il soudain, tu me le dirais ?» Son cœur battait fort contre ses côtes. Elle le voulait, mais quelque chose dans le mot la fit hésiter. Non pas par peur, mais par protection. Oui, elle avait menti. « Je le ferai. » Il hocha la tête, mais son regard s'attarda. Lorsqu'il partit, elle resta assise dans le noir un long moment, les lumières de la ville vacillant derrière les fenêtres sans rideaux. Celui qui a envoyé ce message savait exactement où frapper, non seulement la peur, mais le doute. En archivant une boîte de vieilles photos de presse pour le lancement du musée d'entreprise, Déborah est tombée sur une enveloppe marquée « E. Tyler Private ». Elle n'aurait pas dû l'ouvrir, mais ses doigts ont bougé tout seuls. À l'intérieur se trouvait une photographie noire et blanc délavée. Une femme, élégante et au regard perçant, se tenait au bord d'un balcon, un sourire mi-clos. Déborah se figea, non pas parce que la photo était obsédante, mais parce que la femme lui ressemblait presque. Mêmes yeux, même posture, même la façon dont elle tenait son menton. Au dos, un nom, Vivian Lorraine Tyler, 1973. Pas Evelyn, la mère de Joshua. Vivian. Sa sœur jumelle. Une jumelle dont personne n'a jamais parlé. Cette nuit-là, Déborah fit toutes les recherches possibles sur Vivian Tyler. Les résultats furent rares. Un article mentionnait sa disparition à la vingtaine, selon la rumeur, à l'étranger suite à un conflit familial. Une autre a affirmé qu'elle n'avait jamais été déclarée légalement morte. C'était comme si elle avait été effacée. Mais pourquoi? Et pourquoi ressemblait-elle autant à Déborah? La ressemblance était troublante. Déborah apporta la photo à Lily, qui resta bouche bée. « C'est toi. Ou quelqu'un qui porte ton visage. » Déborah sentit quelque chose changer en elle, quelque chose d'ancestral et d'étrange. Y avait-il un lien plus profond avec la famille Tyler? Quelque chose que même Joshua ignorait? Joshua remarqua sa distraction le lendemain. Elle envisagea de lui poser directement la question, mais s'abstint de lui montrer la photo. Pas encore. Pas avant d'en être sûr. La disparition de Vivian ne pouvait pas être une coïncidence. Si elle avait été liée à la mère de Joshua, si elle avait eu un enfant qui n'a jamais été enregistré, si l'histoire de Déborah était une page blanche, alors peut-être, juste peut-être, son arrivée dans la vie de Joshua n'était pas le fruit du destin. C'était un héritage. Mais tant qu'elle n'aurait pas plus qu'une photo, elle ne dirait rien. Les secrets de la famille Tyler avaient tendance à détruire. Déborah avait vu assez de destruction pour une vie.
Maintenant, elle avait besoin de réponses. Ce matin-là, la tension dans la salle de réunion était telle qu'elle était étouffante. L'équipe de direction s'était réunie pour ce qui devait être une réunion stratégique trimestrielle. Mais Déborah sentit que quelque chose clochait dès son entrée. Les membres du conseil chuchotaient par deux, évitant son regard, et Marcus Steele, habituellement chaleureux, lui adressa un hochement de tête sec et indéchiffrable. Joshua arriva avec 5 minutes de retard, son regard scrutant la salle avec une précision chirurgicale. « Commençons, » dit-il, inconscient que la situation s'était déjà retournée contre lui. 10 minutes plus tard, l'embuscade a commencé. L'un des associés principaux s'est levé. Avant de poursuivre, j'aimerais aborder la question de la transparence, notamment concernant les relations personnelles susceptibles d'affecter l'objectivité des dirigeants. Déborah était pétrifiée. Le conseil d'administration avait lancé une enquête approfondie sur son rôle. Il accusait Joshua de favoritisme, de confusion des rôles et d'avoir terni la réputation de l'entreprise par son implication émotionnelle. Ils ont présenté des données, sa promotion rapide, son parcours de recrutement atypique, son discours viral. Ils l'ont présenté comme une menace en talons. Mademoiselle Jones est devenue un handicap, a déclaré l'un d'eux sans détour. Nous demandons un examen complet de sa position et de sa proximité avec le PDG. Joshua resta debout, le visage impassible. Vous insinuez qu'elle n'est pas qualifiée? Nous suggérons qu'elle est dangereuse, dit un autre. À votre jugement. Et à cette compagnie. Déborah resta figée, humiliée. Puis le coup de théâtre survint. Ils la sommèrent de parler. Déborah se leva lentement, tous les regards la perçant. Elle ne regarda pas Joshua. Au lieu de cela, elle s'adressa à la salle avec assurance. Je ne défendrai pas ma présence ici en suppliant, commença-t-elle. J'ai gagné mon poste non pas grâce à la proximité, mais grâce à mes performances. Vous le savez tous. Elle marqua une pause, le regard fixé. Mais si cette entreprise choisit de mesurer sa valeur à l'ascendance et aux rumeurs du conseil d'administration, alors peut-être avez-vous oublié ce qui l'a fondée. Le silence s'ensuivit. Pas de larmes. Aucune excuse. Elle sortit avant que quiconque puisse répondre. Joshua resta en arrière, les poings serrés. Le conseil d'administration avait agi. Mais elle aussi. Les conséquences de l'affrontement au sein du conseil d'administration se sont propagées comme une traînée de poudre. Les employés chuchotaient dans les ascenseurs. Les médias spéculaient sur une dispute interne. Joshua s'est retranché dans le silence, luttant contre les clauses légales et les restrictions médiatiques. Déborah, quant à elle, retourna au travail comme si de rien n'était. Son silence n'était pas une capitulation, mais une stratégie. Puis, 3 jours plus tard, le conseil la convoqua à une audience officielle. Pas d'avocat. Pas de Joshua. Juste elle et 12 hommes et femmes assis à une longue table. Nous aimerions que vous clarifiez la nature de votre relation avec Monsieur Tyler. Une première. Déborah sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu veux dire si je couche avec lui? Des hoquets de surprise résonnèrent. Le réalisateur principal s'éclaircit la gorge. Votre proximité avec lui a-t-elle compromis votre objectivité? Déborah croisa les bras. J'ai rejeté ces idées en réunion. J'ai fait économiser des millions à l'entreprise. Je suis entré dans des salles hostiles où vos dirigeants ont perdu leur sang-froid, tandis que je maintenais la table. Alors non, ma proximité ne m'a pas compromise. Elle m'a aiguisé. Un autre demanda, seriez-vous encore là si vous n'aviez pas attiré son attention? Déborah se pencha en avant. Seriez-vous encore là si vous n'aviez pas attrapé les bons hommes? Ça les a fait taire. Elle s'est levée. Je ne suis pas un handicap. Je suis un miroir. Et tu n'aimes pas ce que je reflète. Son témoignage a fuité en quelques heures. Des captures d'écran de la transcription de l'audience ont circulé en interne. Les employés ont commencé à exprimer leur soutien. Les jeunes cadres ont commencé à porter des badges portant la mention « non acheté ». Inébranlable. Même les détracteurs de Joshua ne pouvaient nier les faits. Déborah n'avait pas seulement survécu au piège, ils avaient compris qu'elle devenait pour eux quelque chose de bien plus dangereux, inébranlable. Le conseil d'administration n'avait pas anticipé ce résultat. Et pour la première fois, ils comprirent que se séparer de Déborah pourrait leur coûter plus cher que de la garder. Dehors, la ville dormait,
mais les lumières de l'appartement de Joshua brûlaient tard dans la nuit. Déborah était assise en face de lui, les bras croisés, le cœur battant la chamade lorsqu'il brisa enfin le silence. « J'ai besoin de savoir où nous en sommes, dit-il d'une voix plus rare qu'elle ne l'avait jamais entendue. Parce que je suis en guerre contre mon propre conseil, et je ne peux pas lutter si je ne sais pas si tu es derrière moi ou si tu cherches une issue. » Elle le fixa, stupéfaite. « C'est ce que tu crois? Que je prépare une sortie? » Il ne broncha pas. « Je crois que tu as passé ta vie à apprendre à survivre. Et ça fait de vous un stratège. Mais je ne sais pas si ça vous rend loyal. » Elle se leva, furieuse. « Tu crois que je me suis frayé un chemin jusqu'ici juste pour fuir parce que les choses se compliquent? » Il se leva aussi, reflétant son intensité. « Non, je crois que tu comprends enfin ce que ça coûte d'aimer quelqu'un comme moi. Et je ne veux pas que tu restes par obligation ou par sentiment. Si tu restes, Déborah, je veux que ce soit parce que tu m'as choisi, que tu as choisi ceci. » C'était ça. Pas une proposition, mais un défi. Un contrat émotionnel sans papier. Le silence s'étirait entre eux comme une corde raide. « Tu veux que je choisisse ?» demanda-t-elle. « Alors, laisse-moi l'espace pour y arriver sans être coincée. » Elle fit demi-tour et quitta son appartement sans un mot. Ce soir-là, elle ne retourna pas à l'appartement de fonction. Elle alla chez Lily. Elle s'assit sur le balcon, vêtue de ses plus vieux vêtements. Elle repensa à qui elle était avant Tyler et Steele. Avant Power. Avant Joshua. Cette fille avait des rêves qui n'incluaient ni ascenseur d'entreprise ni robe de gala. Mais elle ne connaissait pas non plus sa valeur. Maintenant, elle la connaissait. Et c'était peut-être là le problème, le pouvoir ne lui faisait plus peur. Mais l'amour persistait. Elle devait décider si les deux pouvaient coexister. Et sinon, qu'était-elle prête à perdre? Pendant 3 jours, Déborah resta muette. Pas de SMS. Pas de mail. Pas de notes énigmatiques sur le bureau de Joshua. Chez Tyler & Steele, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Elle a été suspendue. Elle l'a quitté. C'est à cause d'elle que l'accord de Berlin a été gelé. Mais rien de tout cela n'était vrai. Elle a simplement cessé de venir. Elle ne se cachait pas. Elle réfléchissait. Elle faisait de longues promenades, visitait la bibliothèque de son enfance, relisait ses journaux. Elle visitait l'orphelinat Sainte-Hélène pour la première fois depuis des années. Les enfants ne la reconnaissaient pas, bien sûr. Mais le hall sentait toujours la même chose, le chou, l'eau de javel et une légère fumée de bougie. Sœur Clarisse était toujours en vie, plus âgée maintenant, les mains ridées, mais le regard perçant. « Tu n'as pas appelé ?» dit Clarisse d'un ton franc en la voyant. Déborah s'agenouilla et la serra dans ses bras, émue d'une émotion inattendue. Je ne savais pas quoi dire. Clarisse l'examina. « Tu portes des chaussures qui coûtent plus cher que le loyer mensuel de cet immeuble. Mais tu es toujours cet enfant qui pense emprunter le monde au lieu d'en posséder une partie. » Ils restèrent assis, comme au bon vieux temps. « J'ai rencontré quelqu'un, » dit finalement Déborah. « Il est puissant et brisé, et il a tout ce que je ne pensais pas pouvoir avoir. » Clarisse hocha la tête. « Alors la vraie question est, l'aides-tu à guérir ou te perds-tu à essayer de le réparer? » Déborah a pleuré cette nuit-là, non pas pour Joshua, mais pour la version d'elle-même qui pensait encore qu'être aimée signifiait prouver qu'elle méritait de rester. Le silence lui avait apporté la clarté. Elle ne voulait pas être reine aux côtés d'un roi dont elle avait encore peur. Elle voulait se tenir à son égal, non pas parce qu'il le lui permettait, mais parce qu'elle le revendiquait. Et tant que Josué n'aurait pas compris cela, il n'y aurait plus 2 vers qui se tournaient. Il s'est présenté à l'appartement de Lily un mardi soir, sans veste, juste une chemise sombre et un air qui a fait que le monde s'est arrêté. Lily a ouvert la porte, lui a jeté un coup d'œil et n'a rien dit, se contentant de désigner la cuisine. Déborah était assise à table, pieds nus, la fourchette en l'air, leurs regards se sont croisés. Elle ne se leva pas, il ne parla pas non plus, et finalement, elle dissipa la tension. « Tu es venu, dit-il en s'avançant lentement, je devais le faire. » Elle lui fit signe de s'asseoir, de manger et de parler comme une personne, pas comme un PDG. Ils mangèrent tranquillement un repas simple, préparé par Lily. À mi-chemin, Joshua fouilla dans la poche intérieure de son manteau et glissa quelque chose entre eux. Ce n'était pas un cadeau. C'était une partition pliée, manuscrite, jaunie par le temps. Déborah la ramassa,
reconnaissant la mélodie du piano sur le toit ce soir-là. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « La dernière chose que j'ai écrite avant la mort de ma mère, » dit-il. « Je ne l'ai pas revue depuis. » Elle est restée silencieuse. « Pourquoi maintenant ? » « Parce que tu m'as fait comprendre que j'avais cessé de vivre quand elle est partie. Depuis, tout n'est que comédie. Même mon leadership. Même mes relations. » Il marqua une pause. « Mais tu n'étais pas une comédie. Tu étais la première vraie chose. » Pour la première fois, la distance entre eux semblait sincère. Pas romantique. Pas tragique. Juste humain. Déborah tendit la main par-dessus la table et lui prit la sienne. « Alors, arrête de jouer, dit-elle. Laissons les gens voir l'homme. Pas le mythe. » Il hocha lentement la tête. « Je peux commencer avec toi. Seulement, dit-elle, si on arrête de faire semblant de ne pas avoir peur de ce qui pourrait arriver. » Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne se sont pas jetés dans les bras l'un de l'autre. Mais ils ont fini de dîner ensemble. Et cela leur a suffi. La lettre arriva dans une boîte en noyer doublée de velours rouge, découverte dans un coffre-fort où personne n'était entré depuis plus de 10 ans. Marcus Steele la tendit à Joshua en privé, d'une voix plus basse que d'habitude. Elle resta dans les affaires personnelles d'Evelyn, jamais ouverte. Je ne savais même pas qu'elle existait jusqu'à la semaine dernière, lors de l'audit de la succession. La main de Joshua tremblait légèrement en retournant l'enveloppe. L'écriture de sa mère était indubitable. Une écriture cursive délicate, comme si elle l'avait écrite en écoutant Chopin. Au recto, il était écrit « À la femme qui aimera mon fils ». La lettre était datée de 2 semaines avant sa mort. Joshua ne l'ouvrit pas tout de suite. Il le contempla pendant des heures. À un moment, il le serra contre sa poitrine et resta assis en silence. Quand il le tendit enfin à Déborah, sa voix se brisa. « Ce n'est pas de la manipulation. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais on aurait dit qu'elle savait que tu viendrais. » Déborah prit l'enveloppe comme si elle risquait de se brûler les doigts. Elle l'ouvrit lentement, assise à côté de lui sur le canapé en velours de son bureau. Les mots à l'intérieur étaient écrits avec une encre délavée par le temps, mais toujours aussi puissante. « Si vous lisez ceci, c'est que vous avez atteint un endroit dont mon fils n'admettra peut-être jamais avoir besoin, un lieu d'amour véritable. Mon Joshua est brillant, mais fragile. Il essaiera de contrôler l'amour comme il contrôle les chiffres. Rappelez-lui qu'être vu n'est pas la même chose qu'être observé. Et rappelez-vous que vous ne lui devez pas votre liberté simplement parce que vous avez son cœur. » Déborah plia soigneusement la lettre, les mains tremblantes. Elle l'écrivait pour quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Joshua hocha la tête. « Et d'une certaine manière, elle t'a décrit. » Déborah s'est penchée doucement vers lui, posant sa tête sur son épaule. « Elle t'a aussi décrit, » murmura-t-elle. « Et le travail qu'il nous reste à accomplir tous les deux. » À ce moment-là, cela ne ressemblait ni à un héritage ni à une tragédie. C'était plutôt une permission donnée par une femme qui avait bâti une dynastie et qui laissait encore une place à la douceur. La lettre devint leur point d'ancrage. Non pas un plan, mais un miroir. Un miroir auquel ils se référeraient encore et encore pour apprendre à naviguer entre l'amour, le leadership et les cicatrices qu'ils portaient tous deux. Miranda Blake entra dans le hall d'entrée de Tyler et Steele comme si elle était encore propriétaire du bâtiment. Les têtes se tournèrent. Les téléphones furent discrètement retirés. On ne l'avait pas vue en public depuis sa disgrâce, quelques mois plus tôt, et pourtant elle était là, talons claquant sur le marbre poli, lèvres pincées en signe de triomphe, une enveloppe à la main. La réceptionniste l'a reconnue trop tard. À l'arrivée des agents de sécurité, Miranda avait déjà atteint le 50e étage où l'équipe de direction de Joshua venait de terminer un compte rendu en salle de réunion. Elle entra sans frapper. « Je vous suggère de partir, » dit-elle avec un sourire confiant, en agitant l'enveloppe. « Je n'ai besoin que de 5 minutes de Joshua. » Il n'a pas bronché. Il ne s'est même pas levé de son siège. « C'est une intrusion, » a dit Joshua d'un ton froid. Et un cri désespéré de pertinence. Le sourire de Miranda s'accentua. « Tu vas vouloir entendre ce que j'ai à dire. » Elle posa l'enveloppe sur la table et la glissa vers lui. Preuve photographique T transcription par email. Votre cher membre du conseil d'administration, Elroy Main, a une liaison avec l'un des conseillers juridiques internes d'Eastmark. Devinez ce qu'ils ont partagé? Des projets d'audit interne, des propositions technologiques, des mouvements de dirigeants.
Ton prochain quart est déjà compromis. Les doigts de Joshua tapotèrent une fois le bois. Pourquoi m'apporter ça? Elle se pencha. Parce que je l'enterrerai si tu me reprends. Un silence de mort s'abattit entre eux. Le ton de Miranda changea. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Fais simplement croire au monde que tu m'as choisi à nouveau. Réintègre-moi à la tête de la stratégie mondiale. En public. Fais comme si tout cela faisait partie de ton plan. Elle se rassit, satisfaite. Ou regarder ton empire se vider de son sang. Joshua fixa l'enveloppe, puis la regarda. Il ne répondit pas. Pas encore. Mais Miranda savait que ce silence n'était pas un refus, mais un calcul. Elle avait joué sa carte. Et cette fois, l'enjeu était sanglant. Déborah se tenait au bord de la salle de conférence, les yeux rivés sur la copie numérique des photos laissées par Miranda. Elles étaient accablantes, et le roi Main, vice-président du conseil d'administration, était empêtré dans bien plus que de simples réunions chuchotées avec le conseiller juridique interne d'Eastmark. Le calendrier était trop précis. Des fichiers confidentiels ont fuité. Des projections internes ont été compromises. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un sabotage d'entreprise, orchestré dans des draps de soie et des hôtels éclairés à la bougie. Joshua était assis en bout de table, silencieux, indéchiffrable. Le conseil d'administration n'avait pas encore été prévenu. Mais un nom continuait de hanter la tension dans la salle, Miranda. Et son état était clair, la réintégrer publiquement, sous peine de provoquer un scandale si vaste qu'il anéantirait la guérison de Tyler et Steele au 4e trimestre. Joshua se tourna lentement vers Déborah. « Que ferais-tu » demanda-t-il. C'était la première fois qu'il lui posait une question, non pas en tant qu'assistant ou stratège, mais en tant qu'égal. Déborah ne broncha pas. « Je dénoncerai le roi. Mais je ne donnerai pas à Miranda ce qu'elle veut. » Il se pencha en avant. « Elle va nous ruiner. » Déborah hocha la tête. « Mais si tu la ramènes, elle va nous pourrir de l'intérieur. » Lentement. Silencieusement. J'ai déjà vu ce genre de femmes. Ils ne veulent pas juste une place, ils veulent toute la table. Joshua expira en se frottant les tempes. Nous n'avons aucune preuve que Thiel-Roy ait divulgué les informations sur les stratégies officielles d'Eastmark. Juste un timing suggestif et une optique intime. Déborah s'est rapprochée. Alors, donnez-moi 72 heures. Laisse-moi enquêter en profondeur. Si je ne trouve rien de plus fort, tu pourras faire ce qu'il faut pour survivre. Mais ne te rends pas encore, pas tant qu'on a encore une chance de gagner aussi nettement. Joshua la regarda alors différemment, non pas avec le regard d'un homme amoureux, mais avec celui d'un leader réalisant enfin que l'arme qu'il n'avait jamais vue venir n'était ni l'ambition ni l'agressivité, mais la détermination mesurée de Déborah. Il hocha la tête. Tu as 3 jours. Plus 1 minute. Alors qu'elle se retournait pour partir, il ajouta, Déborah. Elle marqua une pause. Si ça tourne mal et que ça te coûte tout ce que tu as construit, il n'a pas terminé sa phrase. Elle ne l'a pas laissé faire. Alors, ça veut dire que je n'étais pas censé le garder, dit-elle calmement. Mais si je gagne, je prendrai plus qu'une place à ta table. Je vais prendre la tête. Elle sortit, laissant Joshua dans un tourbillon de silence et de réveil. Ce n'était pas une simple décision. C'était une déclaration. La soirée devait être un triomphe. Le gala caritatif annuel de Tyler et Steele scintillait sous les voûtes de l'Atrium central, en présence de sénateurs, de PDG et de dignitaires étrangers. Les verres de cristal tintaient, les orchestres jouaient du Vivaldi et les projecteurs brillaient d'or sur toutes les surfaces. Déborah arriva seule, vêtue de velours noir, sa présence attirant l'attention bien plus que sa réputation. C'était cette confiance tranquille qu'elle portait comme une armure. Joshua était retardé, accaparé par un appel de dernière minute concernant la filiale Lockridge, et la salle chuchotait sans pitié. « Où est le roi » murmura quelqu'un. « Et pourquoi la reine entre-t-elle sans lui » Déborah ignora tout. Elle avait une mission. Au milieu de la nuit, alors que le premier plat était servi, le chaos s'est emparé des lustres. Un membre de l'équipe média a reçu une fuite cryptée, des photos, des courriels et un résumé de la liaison présumée entre Elroy Main et le directeur juridique d'Eastmark. Avant que Déborah puisse atteindre le podium pour contrôler l'histoire, les murmures se transformèrent en tumulte. Certains invités commencèrent à partir. D'autres fouillaient dans leur téléphone.
Et au beau milieu de tout ça, Miranda Blake se tenait près du bar, sirotant du champagne et souriant comme si elle venait de gagner une guerre. « Dois-je demander le silence ?» demanda-t-elle à Déborah d'un ton moqueur. « Ou es-tu prête à leur donner une raison de rester ?» Déborah n'hésita pas. Elle est montée sur scène, a pris le micro et a élevé la voix, sans être forte, mais autoritaire. « Mesdames et messieurs, ce soir, nous étions censés mettre en avant l'impact de notre entreprise. Au lieu de cela, vous voyez sa vulnérabilité. Je ne nierai pas les fautes professionnelles. Et je ne mentirai pas pour protéger la corruption. Mais je ne laisserai pas non plus la trahison d'un seul homme ternir l'image des milliers de personnes qui œuvrent avec intégrité pour notre entreprise. » La salle se tut. Si vous étiez venu pour le scandale, vous étiez dans le mauvais bâtiment. Mais si vous étiez venu pour voir comment une entreprise affronte la vérité, bienvenue dans le futur de Tyler & Steel. Les applaudissements qui suivirent furent prudents, mais sincères. Joshua arriva juste à temps pour la voir descendre, le regard toujours brûlant. Il ne dit pas un mot. Il lui tendit simplement la main. Elle la prit. Ensemble, ils restèrent sous les lumières, non pas épargnés par les cendres, mais intacts. L'avion vrombissait doucement en traversant les nuages au-dessus de l'Atlantique, mais à l'intérieur de la cabine, le silence était plus pesant que l'air. Déborah était assise en face de Joshua à la table des dirigeants à bord du jet privé Tyler & Steel, et révisait ses notes pour le sommet de Berlin. Elle avait été invitée non seulement en tant que stratège, mais aussi en tant que représentante, sa première apparition internationale au sein de l'entreprise. Mais depuis l'incident du gala, elle sentait un changement dans le regard que les gens autour de Joshua portaient sur elle. Ce n'était plus une nouveauté ou une menace. Maintenant, il la regardait comme une tempête qu'il ne pouvait maîtriser. Sur place, à Berlin, le sommet offrait un spectacle de commerce mondial, de bannières élégantes, d'hôtels 5 étoiles et de PDG habillés en hommes d'État. Déborah est entrée dans la salle avec une force discrète, répondant aux questions en plusieurs langues et partageant ses idées avec aisance. Les investisseurs européens l'ont remarqué. Mais les concurrents de Joshua ont fait de même, et l'une d'entre elles en particulier, une dirigeante allemande du nom de Claudia Weiss, connue pour cibler les binômes de dirigeants et les diviser pour obtenir un effet de levier. Lors d'une séance de négociation à enjeux élevés, Claudia a pris Déborah à part. « Tu es intelligente », a-t-elle dit dans un anglais saccadé. Mais attention. Les hommes comme Josué aiment férocement et protègent de manière destructrice. Ils vous construisent un trône, puis vous y enferment. Plus tard dans la soirée, de retour à l'hôtel, Joshua frappa à la porte de Déborah avec une bouteille de vin et 2 verres. « À la survie de Berlin, dit-il. » Elle sourit et le laissa entrer. Ils ont parlé pendant des heures de stratégie, d'héritage, de confiance. Puis il a demandé, « Vous arrive-t-il de vous demander si nous écrivons une histoire trop audacieuse pour être lue par le monde ?» Déborah marqua une pause. « Non. Je pense que le monde en avait vraiment besoin. Il ne le savait pas avant que nous commencions à parler. » Alors qu'elle se penchait vers lui, la tête posée juste sous son menton, aucun d'eux ne réalisa que ce sommet marquait le début de quelque chose de bien plus important qu'une simple fusion. Ce fut le début de leur influence publique et de toute la pression qui l'accompagnait. 2 semaines après leur retour de Berlin, Joshua reçut une lettre de l'exécuteur testamentaire de son défunt grand-père lui demandant de se rendre à la maison de Tyler Country pour un inventaire final de l'héritage. Déborah insista pour l'accompagner. Le domaine était plus ancien que la silhouette de la ville elle-même, avec ses pierres sculptées, ses murs couverts de lierre et ses couloirs résonnants de conversations oubliées. Tandis qu'ils erraient dans les couloirs, les pas de Déborah s'amenuisèrent près de l'aile. Une porte était légèrement entr'ouverte, vieille et poussiéreuse. Ce n'était pas sur le plan, remarqua-t-elle. Joshua parut perplexe. Cette aile avait été fermée après le décès de ma mère. Personne ne l'a utilisée depuis. À l'intérieur, ils ont découvert une bibliothèque remplie de journaux manuscrits, de portraits et de plans. Mais ce qui a attiré l'attention de Déborah, c'est un ensemble de journaux écrits de la main d'Evelyn Tyler, des entrées qu'elle n'avait jamais vues. Des pages détaillaient ses craintes pour Joshua, ses soupçons de trahison au sein du conseiller, plus surprenant encore, des notes sur Vivian Tyler, sa sœur jumelle dont elle était séparée, dont elle croyait qu'elle avait une fille dans un orphelinat. Elle pensait avoir une nièce, murmura Déborah. Joshua parcourut la dernière entrée. S'il m'arrive quelque chose, je prie pour que la fille trouve son chemin jusqu'à lui. Elle portera mon sang, même s'il l'ignore. Un silence tonitruant régna entre eux. Déborah s'assit, essoufflée.
Tu crois? Joshua se tourna lentement vers elle. Je ne sais pas, dit-il. Mais si ma mère croyait que tu étais destiné à être trouvé, alors ce n'est pas le destin qui t'a amené à moi, c'est elle. Déborah pressa ses mains contre sa poitrine, comme pour apaiser la tempête intérieure. Toute sa vie, elle s'était battue pour la visibilité, pour l'appartenance. Et maintenant, la possibilité qu'elle ne soit pas seulement liée à cet empire par le travail, mais par le sang, la bouleversa profondément. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Car connaître la vérité signifierait réécrire tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, l'héritage et le destin. Tout a commencé par un coup frappé à la porte. Un homme s'est présenté comme Nathaniel Tyler, prétendant être le demi-frère de Joshua. Il apportait des documents, un test ADN et une réclamation pour litige successoral, alléguant que leur père l'avait caché pour protéger la marque. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait le pouvoir. Et il apportait des preuves d'accords financiers passés impliquant Joshua dans des dissimulations orchestrées par leur père. « Je veux mon pieu, dit Nathaniel, ou je défais ton nom brique par brique. » Joshua était bouleversé. Il n'avait jamais entendu parler de Nathaniel. Mais les résultats des tests étaient indéniables. Même père, mère différente, et 20 ans de silence. Déborah a appelé à la prudence, mais le conseil a paniqué. Des rumeurs de rupture de succession se sont répandues aux étages supérieurs. Nathaniel a commencé à apparaître dans la presse, faisant allusion à des squelettes familiaux et alimentant les rumeurs auprès des blogueurs. Déborah a proposé de le confronter publiquement. Joshua a dit non. Si je te laisse mener mes combats, ils diront que j'ai déjà perdu. Elle a répondu calmement, alors combattons côte à côte. Ensemble, ils ont tenu une conférence de presse. Déborah a lu publiquement les journaux d'Evelyn, révélant à quel point l'héritage de Tyler était profondément ancré dans la corruption et la résilience. Nous ne nous cacherons pas derrière le marbre et le marketing, a-t-elle déclaré. Nous dirons la vérité, même si cela implique des blessures. Nathaniel observait depuis l'ombre. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils assument leur passé. Et il ne s'attendait certainement pas à ce que le monde applaudisse. Alors que la tempête provoquée par l'émergence de Nathaniel commençait à s'apaiser, Déborah fut prise de court par une convocation judiciaire. Elle était accusée d'avoir divulgué des plans propriétaires à un concurrent technologique étranger, une accusation appuyée par de faux courriels et des métadonnées altérées. Son arrestation fut rapide, publique et dévastatrice. Les flashs des caméras la firent sortir du bâtiment, menotté. Joshua se précipita au commissariat, mais l'accès lui fut refusé. C'était planifié, dit-il, les poings serrés. Quelqu'un veut la faire disparaître. Déborah passa la nuit dans une salle d'interrogatoire froide, refusant de pleurer. Son silence n'était pas de la peur, mais une stratégie. Elle savait qu'on la piégeait. Mais le plus dur n'était pas les accusations. On se demandait si Joshua les croirait. D'un seul coup, elle avait perdu sa position, son pouvoir et la sympathie du public. Le conseil d'administration a rapidement pris ses distances. Même Marcus Steele est resté silencieux. Joshua, en revanche, a publié une déclaration publique, « Je connais Deborah Jones. » Et ce n'est pas fini. De retour aux Pentouzes, Joshua fouilla dans ses dossiers, ses courriels et les images de vidéosurveillance. « Quelqu'un à l'intérieur, » murmura-t-il. « Quelqu'un qui a accès. » Il s'était arrêté sur une vidéo de sécurité, et le Royman, quelques semaines avant son renvoi, entrant dans le bureau de Déborah tard le soir. C'était le premier fil conducteur. Et Joshua n'allait pas lâcher prise. La salle d'audience n'était pas un palais de justice. Elle se trouvait dans l'auditorium historique de l'aile de Tyler et Steele, transformé du jour au lendemain en salle d'audience avec accès à la diffusion mondiale. Une douzaine d'équipes de tournage étaient alignées autour du périmètre. Des banderoles diffusées en direct diffusaient l'audience aux actionnaires, aux médias et à des millions de spectateurs curieux. Au centre, sous la lumière intense des projecteurs, se tenait Deborah Jones. Accusée d'espionnage industriel, déchue de tous ses titres et mise en congé dans l'attente des résultats de l'enquête, elle devait désormais faire face à un panel composé de membres du conseil d'administration, d'auditeurs externes et d'observateurs publics. L'atmosphère était chargée de puissance et de spectacle. Elle ne portait ni bijoux, ni luxe, juste un tailleur noir sur mesure et une immobilité qui déstabilisait même ses critiques les plus acharnés. Joshua était assis au fond, loin de la table de la défense. Le protocole l'avait empêché de participer,
conflit d'intérêts oblige. Il portait un costume gris sur mesure, mais paraissait plus petit que d'habitude. Pour un homme qui dirigeait des négociations à plusieurs milliards de dollars, son impuissance le rendait aujourd'hui presque humain. Il avait la mâchoire serrée, les poings serrés, et ses yeux ne quittaient pas Déborah. Ce n'était pas un procès. C'était du théâtre. Et le monde avait choisi sa principale héroïne et sa victime. Mais Déborah ne tremblait pas. Lorsque l'interrogateur principal lui demanda son nom, elle répondit clairement, Deborah Evelyn Jones. Cette utilisation subtile du nom d'Evelyn, celui de sa défunte mère et peut-être de sa lignée, n'est pas passée inaperçue. Mademoiselle Jones, avez-vous ou non accédé à des systèmes propriétaires sans l'autorisation de l'enquêteur principal? Oui, oui, répondit-elle. Des murmures fusèrent. Mais avec l'autorisation de Monsieur Tyler, a-t-elle ajouté. Approbation verbale. En réponse à un conflit d'horaires et à la récupération de dossiers. Y a-t-il une confirmation écrite? Déborah n'a pas bronché. Non. Car la confiance ne laisse pas toujours de traces écrites. Le panel échangea un regard. Le président principal se pencha en avant. Et vous niez toutes les allégations de fuite d'informations à Eastmark Technologies? Déborah hocha la tête. Moi oui. J'ai passé ma vie à essayer d'être vue pour autre chose que mon passé. Je ne brûlerai pas tout pour un profit temporaire. Sa voix ne s'éleva jamais. Mais elle résonna plus fort que n'importe quel microphone ne pouvait l'amplifier. Joshua observa, impuissant. Pour lui, ce n'était pas son innocence qui était mise en cause. C'était tout ce qu'elle était devenue. Et que le monde finisse par croire ou non ce qu'il savait déjà, elle était la femme la plus dangereuse, honnête, blessée et d'une force inébranlable. Le soleil avait presque disparu derrière les toits de la ville à la fin de l'audience. Déborah s'était montrée calme, déterminée et inébranlable à la barre. Mais cela n'a pas empêché le flot d'opinion de déferler hors de la salle d'audience. Les experts débattaient en temps réel sur les réseaux sociaux. Les actionnaires arpentaient nerveusement les salons privés. Joshua se tenait dans le couloir devant l'auditorium, fixant un mur sans vraiment le voir. Il se sentait coincé comme il ne l'avait plus été depuis qu'il avait repris l'entreprise. Son titre ne signifiait plus rien à cet instant. Le sort de Déborah était désormais entre les mains d'un conseil d'administration qu'il avait toujours considéré comme une étrangère. Et pour une fois, son pouvoir ne put la protéger. Ce fut Lily qui arriva comme une tempête. Ses boucles étaient frisées par le vent, ses bottes encore mouillées par la neige fondue, et son visage pâle mais déterminé. Elle n'a pas pris la peine de demander l'autorisation. Elle s'est dirigée vers Marcus Steele, lui a tendu son téléphone et lui a dit « Écoute. Maintenant. » À l'intérieur se trouvait un mémo vocal qu'elle avait enregistré par accident des semaines auparavant, alors qu'elle rendait visite à Déborah tard le soir. En arrière-plan, étouffée mais reconnaissable, résonnait la voix d'El Romaine. Une fois sorti, nous aurons les votes. Joshua était trop hébété pour voir la suite. Il y eut des rires. Un autre homme répondit, elle est intelligente. Trop futée. Elle creusera plus profondément si elle survit à ce trimestre. Le mémo n'était pas seulement la preuve d'un sabotage. C'était un dossier à la fois mobile, chronologie et complot. Dès que la commission en a eu connaissance, tout a basculé. Le visage de l'auditeur principal s'est assombri. Marcus s'est levé pour présenter les preuves au procès-verbal et, en 20 minutes, Déborah a été blanchie de toutes les accusations. Il n'y a eu ni excuse publique ni cérémonie. Un message discret fut lu au procès-verbal, l'enquête sur Madame Deborah Jones a été close, toutes les allégations ayant été officiellement retirées. Déborah resta un instant immobile, stupéfaite. Puis elle expira lentement, ses mains se desserrant enfin. Joshua la rejoignit à l'entrée du couloir, mais ne se précipita pas. Il resta immobile jusqu'à ce qu'elle s'approche de lui et lui dise à voix basse qu'ils allaient me laisser tomber. Il hocha la tête à voix basse. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne le fais jamais. Elle jeta un coup d'œil à la salle d'audience derrière elle, à l'endroit où ils avaient essayé de l'enterrer. Puis elle se tourna vers tout ce qui lui restait à conquérir. L'ascenseur s'ouvrit avec un tintement jusqu'au 50e étage, mais cette fois, tout le monde se leva. Déborah entra à l'étage exécutif non pas en invitée, non pas comme une menace, mais en dirigeante légitime. Elle portait un bordeaux profond, les cheveux relevés, une prestance à la fois royale et brute. Joshua se tenait au fond du couloir,
entouré de Marcus Steele et du nouveau président du conseil d'administration. Une foule d'employés s'était rassemblée devant les parois vitrées. Sans un mot, Joshua prit un document sur la table en verre et le lui tendit. Il portait le sceau officiel de Tyler et Steele et 4 lettres dorées gravées sous son nom. PDG, j'ai dit que je partagerais la couronne, dit doucement Joshua. Mais tu n'as plus besoin que je fasse ça. Déborah prit la plume, non par hésitation, mais avec solennité. Elle signa sous son nom. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, Tyler et Steele étaient dirigés par 2 leaders, l'un né dans l'héritage, l'autre forgé par le feu. Les caméras s'activaient, les médias s'enflammaient, mais Déborah ne quittait pas Joshua des yeux. Ce n'était pas gagné, murmura-t-elle. C'est gagné. Il hocha la tête. Et personne ne pourra plus jamais te le reprendre. Plus tard dans la journée, lors de l'annonce interne à tous les bureaux internationaux, Joshua s'est retiré. Le leadership est une question de vision, a-t-il déclaré. Et personne ne voit plus clair que la femme qui a reconstruit cet endroit alors que nous étions encore en train de décider si elle avait sa place. Déborah se tenait devant les écrans, calme et posée. Cette entreprise ne se résume pas à ceux qui l'ont construite, mais à ceux qui la maintiennent debout. Et je vous le promets, il n'y a aucune tempête que nous ne puissions affronter. Car je ne viens pas d'un héritage, mais de la survie. Et cela nous rend invincibles. Les applaudissements résonnaient à chaque étage, dans chaque succursale, sur chaque écran. Déborah n'était pas seulement au pouvoir. Elle en était devenue le symbole. 2 mois plus tard, la ville se préparait pour le premier sommet hybride d'investisseurs organisé par Tyler et Steele, dont la diffusion s'étendait sur les 5 continents, avec des accords majeurs annoncés en direct depuis la tour de l'entreprise. Déborah avait répété chaque mot, chaque image. Joshua devait prononcer le discours d'ouverture, puis céder la parole à la scène. Ce moment était censé redéfinir le discours public de la compagnie. Mais 5 minutes avant le début de la diffusion, le réseau électrique est tombé en panne. Panne totale. Tous les écrans sont éteints. Les générateurs ne se sont pas mis en marche. La ville en contrebas vibrait de confusion. Les techniciens se sont démenés. Le coordinateur du sommet a paniqué. Impossible de diffuser en direct. Déborah est restée immobile. Ensuite, on passe en mode manuel. Elle s'approcha des baies vitrées, les ouvrit et se tourna vers son équipe. Projetez ma voix. Appelez la presse à l'étage. Si la ville ne peut pas nous voir numériquement, elle nous verra en personne. Elle a allumé des bougies. Des scripts manuscrits transmis de main en main. Pas de diapositives. Pas de pyrotechnie. Juste sa voix. Et tandis que les journalistes montaient les escaliers, caméra en main, Déborah monta sur une estrade éclairée uniquement par des lanternes en verre et commença. On mesure l'innovation à notre capacité d'adaptation. Considérez ceci comme votre démonstration. La salle explosa d'une stupeur silencieuse. Joshua se tenait au bord, la regardant gérer une crise avec grâce. Plus tard, lorsque les lumières se rallumèrent et que le courant revint, un membre du conseil dit doucement à Joshua, « Tu pourrais disparaître, personne ne le remarquerait. Mais si elle disparaissait, cet endroit le ressentirait à jamais. » Joshua hocha la tête, un léger sourire se dessinant. Elle ne dirige pas l'entreprise comme un PDG. Elle la dirige comme quelqu'un qui a survécu à l'incendie et qui a reconstruit sa maison à partir de cendres. Et c'est exactement ce que Déborah était devenue, invulnérable. Sur le toit, il n'y avait ni fleurs, ni allées, ni violons. Des lumières blanches pendaient d'une antenne à l'autre, et l'horizon était enveloppé d'un lever de soleil doré. Déborah se tenait pieds nus, sa robe flottant au vent, les cheveux ornés de minuscules perles. Joshua l'attendait au centre, sous le ciel ouvert, son costume sombre, le regard doux. Lily officiait, debout entre eux, les larmes aux yeux. « Tu veux, Joshua Tyler, prendre cette femme non pas parce qu'elle complète ton empire, mais parce qu'elle le défie ?» Il sourit. « Oui. » Déborah rit d'une voix légère. « Et toi, Deborah Jones, est-ce que tu prends cet homme non pas parce qu'il t'a sauvé, mais parce qu'il t'a vu ?»« Je le fais, » murmura-t-elle. « Ils n'ont pas échangé de vœux écrits sur un script ? Ils les ont exprimés librement. »« Tu as été l'interruption inattendue, » dit Joshua, « et la clarté dont j'ignorais avoir besoin. » Déborah répondit, « Tu m'as appris qu'aimer le pouvoir n'est pas aussi dangereux qu'aimer quelqu'un qui te donne la liberté de l'utiliser. » Ils se sont embrassés à ciel ouvert, acclamés par leur famille,
leurs amis et tout le personnel qui les regardait depuis les balcons. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était le couronnement d'un voyage. Ce soir-là, tandis que les étoiles se levaient et que le toit se vidait, Déborah se tenait près de la balustrade en verre, pieds nus, la main posée sur celle de Joshua. D'un orphelinat à un Penthouse, murmura-t-elle. Quelle histoire! Joshua la regarda, le regard plein de larmes. Non, dit-il. Du silence à l'ordre. De l'ombre à la lumière. Voilà ton histoire. Elle souriait, pour la première fois de sa vie, elle ne se demanda plus si elle appartenait à ce monde. Elle ne doutait pas de le mériter. Elle était arrivée, pleinement, férocement, enfin. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.